quand même un système de santé qui est en mouvement depuis plusieurs années. On vit des réformes socio-sanitaires à peu près aux 10 ans. Moi, j'ai vécu les premières en 1995, j'ai vécu la deuxième en 2005 et je vais vivre la troisième en 2015. Il y en a qui sont chanceux ici, ils ont vécu celles des années 80 puis celles de l'introduction des CLSC en 71, mais notre système est en constante mouvance. Je pourrais vous parler en long et en large de la réforme du projet de loi 10. Mais vous comprendrez que ce n'est pas l'objectif, parce que l'objectif, c'est d'entendre parler de vous, par vous, et non de rentrer dans des distractions. Et ce que j'ai dit à mes équipes, quand tout ce projet de loi-là a sorti, on a dit deux choses. La première, on ne panique pas. Okay? C'était la première chose. On prend un grand respire et on ne panique pas. Et la deuxième, notre objectif, c'est de rester focusé sur les besoins des clients. Parce que quand on rentre dans de grandes réformes comme ça, on a souvent tendance à oublier notre raison d'être et pour qui on travaille. Donc, vous me permettrez de ne pas vous parler de ça ce soir et de rester focusé sur vos besoins et sur ce que vous avez à nous dire comme communauté de Montcalm. Le C3S Nord de la Naudière, c'est 27 installations, c'est l'hôpital de Joliette et l'ensemble de ces installations. Et on est très conscient que, compte tenu de votre situation géographique, il y a peut-être des personnes parmi vous qui bénéficient de services ou qui ont des références ou qui, à l'occasion, consultent plus la région des Laurentides, donc la région de Saint-Jérôme. Rassurez-vous, on a des partenariats avec eux. On ne fait peut-être pas nécessairement mention ce soir, mais aussi où on pourra là, vous donner de l'information si tel est le cas. Alors, on s'entend bien, on se parle souvent, puis ça va très bien aussi, les partenariats avec la région des Laurentides. Sur ça, dans les questions qu'on a pensé qui pouvaient être le sujet d'intérêt, et une touche l'imagerie médicale. Alors, comment avoir accès à une échographie ou une radiographie? Lorsque le médecin vous prescrit une radiographie ou une autre forme d'examen au niveau de l'imagerie médicale, il vous remet une requête. Et ce petit papier-là est très, 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 très important parce que sur ce petit papier-là, a toutes les indications où appeler, quand appeler, parce que pour certains, là, il y a des heures de référence qui sont suggérées. Pourquoi? C'est que les informations nommées sur ce qu'on appelle la requête ou de service vont guider la personne pour vous donner le niveau de priorité et le niveau d'urgence associé à votre examen. Alors, c'est important de bien l'avoir en main et de suivre les indications sur cette requête-là. On a par contre deux autres options possibles. Lorsqu'il s'agit d'une simple radiographie, ce qu'on appelle, nous, une radiographie simple, c'est un poumon, une cheville, un bras, quelque chose qui ne nécessite pas une technologie de type résonance magnétique ou scan. Il y a une entente avec les services radiologie de Joliette, qui sont situés à Joliette, sur le boulevard de la Visitation, tout près de l'hôpital. Et vous pouvez vous présenter sans rendez-vous à compter de 8h15 pour radiographie simple, ou si c'est en référence au programme de dépistage du cancer du sein, on a une entente de partenariat aussi avec le service radiologique de Joliette. Les dames de 50 à 69 ans, vous êtes invitées à composer directement le numéro 450-759-6668 pour prendre rendez-vous. On vous encourage d'ailleurs fortement à prendre rendez-vous, c'est le volet dépistage. Il n'y a pour ces examens-là qu'on fait au Centre de radiologie de Joliette aucun frais qui va vous être chargé. Ce sont nous qui achetons des services pour augmenter l'accessibilité à ces types d'examens-là. Vous avez peut-être entendu déjà dire que c'était un petit peu long pour avoir un examen. C'est peut-être vrai. Ça dépend du niveau d'urgence sur lequel, selon l'information que le médecin a mis sur votre requête. On poursuit les efforts pour que la situation continue de s'améliorer, mais on voulait aussi vous dire qu'on est conscient de ce délai d'attente-là. Et dans l'éventualité où la situation change, dans le centre que vous avez appelé, vous avez un rendez-vous qui est exemple dans 6 mois, et votre condition de santé vous change et vous estimez que ça devrait se faire plus rapidement, vous êtes tout à fait en droit de recontacter votre médecin et de demander s'il peut réévaluer la situation. Et nous, on réévalue aussi l'échelle de priorisation. Alors ça, c'est fait de façon régulière. Comment avoir accès à un médecin de famille? La grande question, il y a beaucoup d'actions qui sont faites tant sur le plan régional que sur le plan national pour inciter les médecins de famille à augmenter leur cohorte de patients.
donc à prendre des patients additionnels. D'où sont puisés ces patients-là? Sont puisés à partir de ce qu'on appelle, nous, notre guichet d'accès pour la clientèle orpheline. C'est une banque de patients, et pourquoi que le médecin doit se référer à cette banque de patients-là? C'est parce qu'il y a eu une échelle de priorisation qui est accordée. Il y a eu une première évaluation qui fait en sorte que ce sont les gens plus prioritaires qui ont accès en premier. Comment vous inscrire dans ce registre-là? Alors, en vous rendant sur le site Internet, www.c3snl.qc.ca, vous avez deux options. Je tiens à préciser malheureusement que ce n'est pas le fait de remplir le questionnaire qui vous garantit l'accès à un médecin de famille, mais au moins il y a une première étape de fait. Donc, toujours sur notre site Internet, le détail d'ouverture de l'ensemble des cliniques sans rendez-vous sont inscrits. On vous invite toutefois à communiquer avec chacune des cliniques sans rendez-vous parce qu'ils sont responsables eux-mêmes de leurs heures d'ouverture, donc on n'a pas la certitude qu'il n'y a pas de modification. Il y a autre option aussi qui est l'unité de médecine familiale du nord de la Naudière qui est située sur le chemin du Golfe, tout près de l'hôpital de Joliette. Il y a du sans rendez-vous médical qui est disponible aussi du lundi au vendredi à compter de 8 heures. Vous pouvez composer ce numéro-là. On dit du sans rendez-vous, en vrai dire, c'est du rendez-vous dernière minute. Donc, le matin même, vous composez le 450-759-7444. Vous avez une possibilité d'avoir accès à un médecin aussi à l'unité de médecine familiale. En passant, l'unité de médecine familiale est un beau succès dans notre région parce qu'il y a un volet académique important. Donc, il y a un volet de formation de nos futurs médecins, de nos futurs élèves, que bien entendu, on souhaite toujours garder dans la région. Mais la beauté, c'est que le nombre de médecins d'année en année, le nombre de médecins étudiants d'année en année est en croissance, donc l'accessibilité étant aussi en croissance de par le fait même. Les questions à se poser avant de se présenter à l'urgence. Est-ce que vous pouvez contribuer à réduire les délais à l'urgence? Et oui, vous pouvez y contribuer. Donc, comment y contribuer? La première question à vous poser, c'est avez-vous un médecin de famille? Si la réponse est oui, c'est la première personne à contacter. Vous allez possiblement nous dire « oui, mais il est déjà débordé, oui, mais c'est difficile d'avoir un rendez-vous ». Insistez auprès de votre médecin de famille. Eux ont l'obligation de se garder quand même une certaine souplesse. C'est sûr qu'ils ne peuvent peut-être pas accueillir l'ensemble des cas de la journée, mais en premier lieu, contactez votre médecin de famille pour tenter d'avoir un rendez-vous dans les plus brefs délais. Si oui, vous avez obtenu un rendez-vous, on est bien heureux pour vous. Dans l'éventualité, vous n'avez pas obtenu de rendez-vous, avant d'aller à l'urgence, il y a d'autres éléments que vous pouvez vous questionner. Selon l'urgence de la situation, vous pouvez contacter le 811 ou Info Santé. Donc, ce sont des infirmières qui vont dialoguer avec vous, vous aider à évaluer l'urgence de la situation et vous aider possiblement à vous diriger vers une autre ressource. Une autre ressource potentielle, c'est en contactant votre CLSC. Ici, c'est en référence, je crois, le plus près de CLSC Saint-Esprit, donc, ou autre CLSC, mais c'est celui le plus près de chez vous, pour consulter une infirmière. Et Mme Blanchard, tout à l'heure, va vous parler de l'ensemble des services offerts par les infirmières dans les CLSC. Sinon, contactez une clinique sans rendez-vous. Sinon, vous pouvez essayer avec l'unité de médecine familiale. Et si la situation est très grave ou aucune de ces options a fonctionné, là, ça vous fera plaisir de vous accueillir à l'urgence, mais on se tente le plus possible de créer un automatisme chez les personnes à se poser ces questions-là avant de venir à l'urgence pour justement éviter les longs délais d'attente pour des cas relativement mineurs. Un superbe projet qui a été appuyé par un partenariat extrêmement important avec les municipalités, avec la Fondation du Centre de santé et avec notre agence actuelle. Ce qui a permis, dans le fond, dans notre façon de voir les choses, c'est de rendre les services le plus proche possible des gens et notamment de reconnaître que les gens vieillissent dans notre communauté et que quand on a un service de proximité, c'est plus facile de prendre soin de sa santé puis d'intervenir plus rapidement avant que la situation se dégénère. L'objectif, c'est qu'on garde nos gens en santé. Plus on va faire d'actions dans notre CLSC ou dans la communauté pour être en santé, moins on va utiliser notre urgence et c'est pour ça qu'on travaille avec les infirmières du territoire pour se déployer au maximum, puis répondre aux besoins des gens, puis compenser aussi et bien utiliser nos médecins.
L'infirmière en milieu rural, ce qu'elle fait, c'est les mêmes services qu'au service de santé courante de votre CLSC, mais ça s'adresse aux gens de 55 ans et plus. Parce que dans sa façon de rendre le service, elle va faire un peu d'enseignement. Elle va prendre quelques minutes de plus pour s'informer aussi de l'environnement de cette personne-là. Ça a été une démarche de citoyen, ça a été une démarche qui était de dire on a dans la communauté des gens c'est plus difficile l'accessibilité. Donc, on a implanté notre infirmière en milieu rural ici à Saint-Calix avec un grand succès. Une utilisation de 133 %. Donc, déjà des questions sur comment on assurera la suite. On a d'autres municipalités, il y a du travail qui se fait actuellement pour que d'ici Noël, notamment pour Saint-Jacques, Saint-Léory, Sainte-Julienne, on puisse se déployer. Saint-Lin aussi, il s'agit pour les municipalités d'un défi pour nous aider à s'installer dans le milieu. Si une infirmière est en mesure, elle est formée, c'est là-dessus qu'on a travaillé, elle peut suivre les gens qui ont des maladies chroniques comme le diabète, comme l'asthme ou comme l'hypertension, puis permettre donc à nos médecins de voir d'autres personnes et d'assurer donc l'accès encore plus. Donc, un travail qu'on a amorcé parce que du côté de la Matapénie, du côté de Saint-Gabriel, il y avait vraiment un problème d'accès excessivement important au niveau des cliniques. Donc, il est parti à Saint-Gabriel, qui a débuté à Jersey, qui débutera plus tard, et à Saint-Michel dans les semaines à venir. On a comme vision de déployer cette accessibilité-là en formant l'ensemble des infirmières des CLSC et que nos infirmières en milieu rural puissent aussi travailler dans ce sens-là. Mais ça prend un extrêmement bon partenariat avec les médecins de la communauté. Et ici, dans mon camp, vous avez quand même des médecins qui pratiquent en solo, des médecins qui pratiquent en GMF, en clinique médicale, mais vous avez quand même 8 lieux de clinique médicale ou de GMF. C'est quand même intéressant. Autre chose qui est une valeur ici pour mon camp, c'est qu'on a aussi nos infirmières praticiennes spécialisées qui, elles, ont une formation sur 4 ans et cette personne-là peut suivre 6, 7, 800 personnes en partenariat avec un médecin. Donc, ça aussi, ça favorise l'accès. Elle peut donner toutes sortes de services ambulatoires avec ou sans rendez-vous et donc permettre à plus de gens d'avoir accès à des soins. Comment obtenir un prélèvement sanguin? Bien, vous savez, quand je vous parle des infirmières en milieu rural, 2 choses particulièrement importantes. C'est l'accès à des prélèvements de proximité et c'est aussi les prélèvements qui ont lieu dans votre CLSC. La couverture des prélèvements, dans la dernière année, on a beaucoup augmenté la disponibilité des prélèvements. Jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, à moins que j'entende le contraire, on est en amélioration continue et on atteint de meilleurs résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prélèvements qui sont à jeun, des prélèvements non à jeun. Il y a moyen d'avoir à notre grosse clinique de Joliette, mais je comprends que pour certains, la distance est plus importante, une clinique là, qui est ouverte même sur l'heure du midi, mais aussi au CLSC de Saint-Esprit, sur rendez-vous et sans rendez-vous, vous pouvez vous présenter aussi. Alors, on tend vers un accès la plus large possible du prélèvement et pour la satisfaction. Évidemment, dans la communauté dans laquelle on vit, dans notre municipalité, dans notre ville, dans notre village, il y a des gens qui présentent dans la rue des problèmes de santé mentale. Parfois, c'est des problèmes de santé mentale qui sont temporaires. Parfois, c'est des gens qui vivent avec une maladie mentale et parfois, c'est un peu difficile, même parfois très difficile pour l'environnement et pour l'entourage et pour les membres proches. Et on ne sait pas toujours quoi faire quand on voit que quelqu'un a un problème de santé mentale. Par ailleurs, un problème de santé mentale, il faut faire attention quand on regarde c'est quoi, parce que c'est pas juste un comportement différent du nôtre. Hein? Et là, dans ce sens-là, c'est sûr que la personne, le plus possible, on doit l'amener elle-même à demander de l'aide par rapport à une situation. Et c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Sauf que, il arrive parfois qu'on voit quelqu'un qui est dangereux pour lui-même, par exemple, qui parle de la présence d'une arme à feu, qui veut mettre fin à ses jours, qui n'entend pas ce qu'on dit, ne semble plus dans la réalité. Plein d'exemples sont possibles et que pour les plus proches qui le connaissent très bien, c'est très inquiétant et ils ne savent pas trop comment faire. Évidemment, si c'est dangereux dans le moment présent pour l'entourage ou pour la personne, il faut appeler la police. Celle-ci travaille en équipe.
avec une équipe de crise mobile qu'on appelle, un intervenant professionnel qui se déplacera pour accompagner l'intervention avec la police Cherokee. Et à ce moment-là, le niveau de dangerosité, c'est ça qui doit être la préoccupation. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là de faire intervenir la police. C'est dangereux dans le moment présent. Évidemment, parfois, c'est pas si manifeste que ça. Parfois, c'est quelqu'un qui se cache dans le fond du sous-sol et ça fait des jours. On n'arrive pas à être en contact avec, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait pas trop comment on va pouvoir l'aider. Il est possible aussi que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui vive une période extrêmement difficile et que vous deviez aller jusqu'à consulter un avocat et demander que soit évaluée cette personne-là pour recevoir les bons soins. Alors ça aussi, c'est possible. Et c'est nécessaire parfois d'aller chercher en ordonnance pour avoir des traitements pour des gens qui vivent avec une maladie mentale. Donc, il y a aussi, dans notre centre hospitalier, tout comme celui de Saint-Jérôme, la possibilité de se présenter à l'urgence. Rares sont les personnes qui sont volontaires pour consulter dans ces situations-là, mais c'est toujours possible de se présenter à l'urgence et vous serez donc, la personne sera donc vue par un psychiatre qui est de garde ou qui est en présence dans le lieu. Saviez-vous, ce qu'il faut faire actuellement, premièrement, c'est prendre conscience que l'avenir, il y a des gens qui vont vivre dans leur vie un épisode où ils auront besoin d'aide psychologique ou d'aide plus importante, mais on est beaucoup dans une société à vivre des moments où on a besoin d'aide en santé mentale et c'est important d'avoir des services dans la communauté. Cette année, en la dernière année plutôt, on a desservi 2900 personnes de plus en ambulatoire, ça veut dire dans la communauté. Ce qu'on veut, c'est éviter qu'ils soient hospitalisés et que leur situation se détériore. Et on travaille avec le CLSC puis des cliniques externes. Vous avez une clinique externe à Radon. Et pour faire en sorte que les gens maintiennent leur acquis puis leur état psychologique, leur santé. Par ailleurs, dans notre organisation, on a observé qu'il n'était pas toujours facile de savoir comment faire une demande, à qui on doit l'adresser, par où on passe. Et on a développé, avec l'aide de la direction des services multidisciplinaires, un guichet d'accès universel. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment adresser sa demande, en fait, ici, il va composer le numéro du CLSC de Saint-Esprit, puis il va exprimer son besoin. Par exemple, je ne me peux plus de mon adolescente, je ne sais plus quoi faire, puis là, sincèrement, là, je ne sais plus quelle stratégie prendre, puis ça ne marche plus, on n'est plus capable de se parler, on ne se comprend plus. Il y a une demande qui va être adressée à la bonne équipe pour faire le suivi des besoins. Il pourrait même arriver qu'une conversation entre le professionnel et le parent ait lieu, puis que la situation fasse en sorte que juste ça soit satisfaisant. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler son CLSC pour différents problèmes, pour avoir des réponses, qui sont des fois des réponses pour des services très nécessaires et importants, puis des fois, même si c'est des petites choses, on peut faire une situation, on peut la régler dans un même appel. Donc, au niveau des demandes reçues, en 2013-14, il y a eu pour le CLSC Saint-Esprit 1694, et vous voyez quand on regarde 14-15, P1 à P6, c'est un langage d'hôpital, de centre de santé, c'est la moitié de l'année, hein, sur 12 mois, puis on est déjà rendu à 1114, ce qui veut dire que les gens utilisent leur guichet d'accès universel dans la MRC ici via leur CLSC à Saint-Esprit. Saviez-vous le type de demande? On a regardé les 4 situations types les plus fréquentes. C'est des difficultés d'adaptation, c'est des problèmes de santé mentale, comment je vais faire, parce que c'est une des stratégies pour quelqu'un qui a autour de lui, quelqu'un qui semble aller pas bien ou qui a besoin d'aide. C'est aussi des parents pour des ados, des personnes qui sont inquiètes d'une personne qui est vieillissante. Comment je vais obtenir de l'aide pour ma mère qui semble être en perte de capacité. Alors, c'est les raisons pour lesquelles on appelle. C'est important de diffuser cette information-là, c'est rassurant, c'est nécessaire pour les gens dans la communauté. Et ça aussi, ça permet que les choses ne se détériorent pas. Ce qu'on souhaite, c'est d'agir rapidement et de donner des services de proximité, que les gens aient des réponses à leurs besoins. Vous savez qu'on a aussi des services de soutien à domicile pour les gens qui en ont effectivement besoin. Peu importe la personne, si elle a été soignée, par exemple, au centre hospitalier à Joliette ou à Saint-Jérôme, le service est le même pour le soutien à domicile. Nous allons aller à la maison pour les clients qui sont admissibles au soutien à domicile. Donc, parfois, les gens disent, oui, mais
est-ce que les gens vont venir à la maison ou bien je dois me présenter au CLSC? C'est quoi la différence entre le fait que les gens aillent à la maison ou qu'ils viennent au CLSC? La grande différence, c'est que dans un premier temps, la personne a des incapacités, peu importe son âge. Le soutien à domicile n'est pas seulement pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, mais les gens aussi qui ont des besoins, qui sont permanents ou temporaires, et dans une incapacité vraiment de se déplacer vers le CLSC. Quand la personne peut se déplacer au CLSC, à ce moment-là, elle va recevoir ses services, par exemple, tantôt on parlait des pansements, du suivi de l'infirmière par rapport au séjour hospitalier, par exemple, et on a un suivi à faire. Mais si la personne ne peut pas se déplacer, et nous, on le fait en évaluant la capacité de la personne, on lui pose certaines questions à savoir est-ce que vous pouvez vous déplacer, parce qu'on encourage beaucoup les gens, lorsque c'est possible, de se déplacer, de maintenir leur autonomie et de venir au CLSC. Parce qu'on peut comprendre que le soutien à domicile étant limité dans les ressources, évidemment, on va aller vers les gens qui en ont le plus besoin. Alors, on évalue les besoins de la clientèle et on fait une évaluation professionnelle. C'est soit une infirmière selon votre situation, ça peut être un travailleur social, ça peut être une ergothérapeute qui se présente chez vous et qui allons faire l'évaluation de vos besoins. Et par la suite, si effectivement on évalue que vous avez des besoins en soutien à domicile, à ce moment-là, on regarde avec vous et les proches et vos proches à savoir quel est le plan d'intervention ou quelle est la nature des actions ou des activités que nous allons vous offrir. Mais évidemment, il faut avoir votre collaboration. Il y a des gens qu'on voit à la maison et qui refusent les services. On tente d'expliquer, de valoriser les besoins lorsque c'est le cas, mais il faut la collaboration du proche aidant et du client et de vous pour aller à domicile et que vous acceptiez de participer à l'amélioration de votre santé, de votre bien-être. Et évidemment, quand on va à domicile, il faut que l'environnement soit sécuritaire et qu'à ce moment-là, nous puissions donner des services adéquats. Parfois, les gens disent, je vous donne un exemple, c'est quoi un milieu sécuritaire? Nous, on souhaite que nos intervenants et que le client soient aussi dans un environnement où on est sans fumée. On comprend qu'il y a des gens qui fument à la maison, on peut comprendre, malgré le fait qu'on encourage beaucoup les gens de la cessation tabagique. Mais on demande aux gens, lorsqu'on va donner des services, lorsqu'on va donner un bain à une personne, lorsqu'on va l'aider pour se lever, qu'à ce moment-là, les gens de la maison ne fument pas en présence de l'intervenant. C'est ça qu'on appelle un environnement sécuritaire. On va demander à ce moment-là que les animaux qui soient attachés, par exemple, que c'est important que l'intervenant, lorsqu'il se présente à la maison, qu'il soit tout en sécurité et qu'il soit vraiment disponible à la personne à qui il donne les soins. Alors, c'est ce qu'on appelle le milieu sécuritaire. On parle aussi des services de soutien à domicile, mais quels sont-ils? Le soutien à domicile, je vous disais tantôt, ça peut être des soins qui sont donnés par une infirmière. Ça peut être des services aussi qui sont donnés par le service social, une travailleuse sociale qui va se présenter à vous. Ça peut être une ergothérapeute, un physiothérapeute ou un physiothérapeute, une inhalothérapeute aussi lorsqu'on a des problèmes respiratoires, une nutritionniste aussi au besoin. Et on donne aussi de l'aide à la personne. Le soutien à domicile s'est engagé depuis les dernières années à offrir des services à la personne et d'organiser des services, par exemple, de ménage, parce que les gens disent « Oui, mais moi j'aurais besoin de quelqu'un pour faire mon ménage ». On a des ententes de services avec les entreprises d'économie sociale. Ici, dans la région de Montcalm, on a la communauté du Rousseau qui donne des services de ménage, par exemple, ou d'aide au repas, ou d'aller faire les emplettes. Alors nous, on s'est entendu avec eux qu'eux donnent ces services pour les gens à la maison. Et nous, on se spécialise plutôt au niveau des services à la personne lorsque la personne a vraiment besoin de grande aide et qu'elle est en grande perte d'autonomie. On a aussi des services comme, par exemple, on a l'exonération financière. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, moi, pour me permettre d'avoir de l'entretien ménager. Il y a un programme d'aide financière pour les gens qui ont des difficultés financières et le CLSC, le soutien à domicile, peut demander à ce moment-là à ce que la personne ait une exonération financière lorsqu'elle ne peut pas se permettre de payer les montants
pour, par exemple, l'entretien ménager. On offre aussi du répit pour les proches aidants. Et ça, c'est très précieux pour les gens qui gardent quelqu'un à la maison ou qui prend soin de son conjoint à la maison et qui a besoin de répit. Soit du répit pour aller faire ses courses, du répit pour aller prendre un café avec sa voisine. Parfois, on a besoin de prendre du temps pour soi, puisqu'ils en donnent énormément à leurs proches. Alors, c'est important d'offrir des heures de répit aux proches aidants et aussi au niveau des activités de la vie quotidienne, se lever, se laver, manger, etc. On a aussi des liens avec les organismes du milieu. On parlait de la communauté du Rousseau et on parle aussi du centre d'action bénévole. On a le regroupement des bénévoles de Montcalm qui est très présent dans notre communauté et qui a des services aussi. Il y a aussi la popote roulante, le transport adapté, différents groupes d'activités et on échange ensemble les services pour améliorer les services à la clientèle. Au niveau du soutien à domicile, on a travaillé très fort depuis les dernières années à augmenter les services en soutien à domicile. Et lorsqu'on parle de soutien à domicile, on parle de soutien à court terme, des gens qui ont besoin, par exemple, 2, 3, 4, 5 interventions et après, ils retrouvent leur autonomie et continuent leur vie, ou des gens qui ont besoin de suivi plus à long terme, c'est-à-dire plus que 3 mois d'accompagnement pour soit améliorer l'autonomie ou même acquérir leur autonomie à sa pleine capacité. Alors à ce moment-là, nous, on offre des services directs à la clientèle et on a tenté, par toutes sortes de façons de faire, d'améliorer notre présence à la maison auprès des gens par nos intervenants. Et on a réussi, depuis les dernières années, comme vous le voyez, à augmenter les heures directes à domicile. Vous savez que les gens du soutien à domicile, ils sont sur la route. Hein? Ils vont voir les gens, ils se promènent de maison à maison, de village en village. Et on a tenté, par toutes sortes de moyens, d'éviter les heures indirectes qu'on appelle, donc les heures où on n'est pas en présence directe avec le client. Et on a maximisé, par exemple, les routes qui sont prises par les intervenants pour diminuer le nombre de kilométrages et d'être plus longtemps à la maison avec la clientèle et leur famille. Et on a réussi à augmenter de 5% la présence à la maison de services directs pour la clientèle avec une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du développement, en déficience physique, et aussi au niveau du soutien à la personne âgée, on appelle ça le SAPA, le soutien à l'autonomie de la personne âgée. On a augmenté de 10% notre présence à la maison avec le même nombre d'employés. Alors vous voyez qu'on a quand même fait des efforts pour maximiser les heures en présence auprès des gens à la maison. Le comité des usagers, qui est-il ou qui sommes-nous? Nous avons vu le jour en 2005, suite à la fusion du CHRDL, des CLSC et des CHSLD, il y a un comité des usagers et 11 comités de résidents. Le comité est là pour représenter les citoyens du C3SNL et défendre leurs droits. Il est obligatoire parce que ça fait partie de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Et personne ne peut ignorer notre droit de parole, notre mandat et nos fonctions. Personne ne peut l'ignorer selon la loi et selon les membres que nous sommes également, parce que nous sommes très actifs. Pourquoi un comité des usagers et 11 comités de résidents? Parce qu'il y a 11 comités de résidents. C'est qu'un comité de résidents, on en a un dans chacun des 11 CHSLD du territoire. Il y en a un ici, à Saint-Lin, le Saint-Antoine-Padoue. Saint-Antoine de Padoue a son comité de résidents ici. Alors, et il y a un comité de résidents dans chacun des centres, comme celui de Saint-Antoine de Padoue. Et il y a un comité d'usagers qui est responsable des comités de résidents. Alors, c'est nous qui assumons la responsabilité de s'assurer que les comités de résidents fonctionnent bien. Le mandat des comités de résidents, c'est exactement le même mandat que le comité des usagers, mais à l'intérieur du centre. Et le même mandat, c'est de représenter les citoyens usagers qui habitent chacun dans un centre de CHSLD, et c'est de défendre leurs droits. Et oui, les résidents demeurent des citoyens à part entière.
même s'ils sont en CHSLD, c'est leur nouveau domicile et ce sont des citoyens à part entière. Ils ont des droits et on doit les respecter. Qui peut faire partie de ce comité? Le comité sera bientôt composé de 6 représentants élus. 4 représentants des territoires des MRC, 1 pour chacun des territoires, 1 représentant élu pour le CHRDL et 1 représentant élu pour les ressources intermédiaires, qu'on nomme souvent les RI, et 12 représentants désignés pour chacun des comités de résidents. Que fait le comité des usagers pour représenter les citoyens? Il rend plus présentes et plus visibles les préoccupations des citoyens usagers dans l'établissement et on rend plus présent et plus visible aussi la nécessité du respect de leurs droits. On le fait comment? On le fait en défendant leurs droits, on le fait en travaillant à l'amélioration de la qualité des services et on le fait également en évaluant leur degré de satisfaction quant aux services reçus. Exemple, présentement, on vient de finir pendant 1 an un sondage auprès de toute la clientèle qui reçoit des soins palliatifs à domicile. On se posait la question, est-ce qu'on a la même qualité de soins palliatifs à domicile que ceux qui sont à l'intérieur de l'hôpital? Alors, avec la collaboration en partenariat avec l'établissement, M. Tremblay ici, c'est avec M. Tremblay que nous avons travaillé, on est en train d'évaluer, on vient de finir le sondage et on va avoir les résultats là, très bientôt. Alors, on va être en mesure de savoir de cette qualité-là, s'il y a de l'amélioration à faire, etc. Quels droits le comité défend-il? Il défend les droits qui sont énoncés dans la loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi que les droits humains établis de façon universelle. Et là, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que c'est la commissaire qui va parler à votre place? Hein? Non, ce n'est pas la commissaire qui parle à notre place. Pourquoi c'est la commissaire? C'est que le législateur, celui qui a fait la loi sur la santé et les services sociaux, s'est préoccupé énormément des droits. Il s'en est tellement préoccupé qu'il a confié la responsabilité de vous informer sur vos droits au comité des usagers et au comité des résidents, à la commissaire aux plaintes et à la direction du C3SNL. Alors, tout le monde, on a cette obligation de vous informer de vos droits. Alors, puis quand je parle de CSSNL, autant les intervenants que la direction. Alors ça, c'est très important. Et on a choisi ce soir, qui va vous présenter les droits, on a choisi que ce serait la commissaire aux plaintes. Comment je vais savoir quels sont mes droits quand je reçois un service? Une question à vous poser, c'est le traitement a-t-il été correct, adéquat, donné de façon sécuritaire et a été fait avec qualité? C'est théorique un peu des droits. On dit, c'est quoi ça, un droit? Bien simplement, là, quand vous arrivez et vous avez eu un service, est-ce que j'ai été bien accueilli? Est-ce que j'ai été traité humainement et avec politesse? Est-ce que j'ai été bien écouté? Est-ce que j'ai été bien informé? Est-ce que j'ai pu donner mon opinion et on en a tenu compte? Est-ce que j'ai été partie prenante de la décision prise à mon sujet ou si on me l'a imposée? Bref, je suis satisfait de la qualité du traitement et de l'expérience que j'ai vécue avec les intervenants et dans les lieux où j'ai reçu le service. Si je suis satisfait de ça, puis si je peux répondre oui à ça, ou s'il y a des non à ça, ça veut dire qu'il y a un droit qui n'a pas été respecté. Et là, vous pouvez vous adresser à nous, à votre intervenant, à un chef de service, à la commissaire aux plaintes. On est là pour faire valoir vos droits. Et si je ne suis pas satisfaite, qu'est-ce que le comité peut faire? Il peut vous aider à identifier vos droits et à les faire valoir vous-même, vous accompagner dans votre démarche pour améliorer la situation et vous aider à porter plainte à la commissaire et recueillir vos insatisfactions et dénoncer le non-respect des droits en cause. Le comité agit-il uniquement auprès des individus insatisfaits, parce que ça pourrait avoir l'air de ça? Bien non. Nous sommes le porte-parole et le gardien des droits des citoyens usagers dans l'établissement. Et j'emploie le mot « citoyen usager » parce que le mot « usager », là, qu'on emploie juste les usagers, là, j'ai eu toutes sortes de réactions. C'est quoi ça, un usager? Notamment chez les personnes âgées, ils ont dit « est-ce qu'ils nous appellent les usagers parce qu'on est rendu vieux? On n'est pas des chars usagers. » Alors, c'est pour ça que j'emploie le mot « citoyen usager ». La loi parle toujours des usagers. Et j'emploie le mot « citoyen » parce que dans le mot « citoyen », il y a toute une portée. Il y a des gens ici du municipal, ils savent très bien que quand on parle des citoyens, les citoyens d'une municipalité, s'ils ne sont pas contents, ils font valoir leurs droits. Ils réclament. Donc, les usagers, nous sommes des citoyens et les services de santé sont nos services au même titre que les services de la municipalité.
Donc, on doit s'exprimer et les faire valoir nos droits comme citoyens, usagers. Et nous, comme porte-parole, on a 2 représentants au conseil d'administration. On a un représentant au comité de vigilance. Le comité de vigilance, c'est le comité du conseil d'administration qui s'assure que toutes les recommandations qui proviennent du comité des usagers, qui proviennent de la commissaire aux plaintes ou qui proviennent du conseil d'administration lui-même, que ces recommandations-là sont mises en œuvre. Alors, c'est le comité de vigilance qui fait le suivi. Ensuite, le comité de gestion des risques et de la sécurité, on a 2 représentants. Et grâce à la bonne volonté, on est vraiment en partenariat avec notre établissement. Ça devrait être 1 selon la loi, mais il y a un substitut, puis les 2, nous pouvons participer. Le comité de prévention des infections, Mme Racine, qui est ici, elle est notre représentante au comité de gestion des infections. Le comité d'harmonisation des centres de prélèvement, c'est pour ça que tantôt je savais qu'à Saint-Esprit, il n'y a pas de rendez-vous pour les centres de prélèvement. On a 2 représentants sur ce comité-là. La table clinique des programmes de soutien à l'autonomie des personnes âgées, on a un représentant. Alors, et on est là vraiment, toujours le point de vue de l'usager qu'on va apporter là. En partenariat avec l'établissement, alors est-ce qu'on agit auprès des individus insatisfaits? Non, on fait beaucoup d'autres choses. En partenariat avec l'établissement, on a le comité des communications. Si nous sommes ici ce soir à vous parler, c'est grâce au comité des usagers qui a fait des représentations auprès de la direction et on est arrivé à une entente que oui, il fallait être plus en contact avec la population parce que nous, on souhaitait beaucoup que notre centre soit en contact avec la population et nous, on souhaite être en contact avec la population. Alors, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, parce qu'on a fait un comité de communication et on a dit ça serait quoi la meilleure façon. Une des façons qui a été mise de l'avant, ce sont les rencontres comme celle de ce soir. Et le comité d'évaluation des soins palliatifs à domicile dont je vous ai parlé tantôt. Alors, nous participons également à l'évaluation de la satisfaction qui est faite par l'agrément, puis au plan d'action qui suit pour apporter les corrections qui sont nécessaires. Le comité est-il autonome? Le comité relève directement du conseil d'administration et non pas de la direction de l'établissement. Il a son budget qu'il gère lui-même. Il décide des actions qu'il veut entreprendre. Il a l'obligation annuellement de soumettre au conseil d'administration de l'établissement son rapport annuel d'activité dans lequel il a fait ses recommandations concernant l'amélioration des services. Le comité, est-ce qu'il influence les décisions de l'établissement? Oui, on influence parce qu'on est écouté et on est consulté régulièrement par la direction, par les gestionnaires sur les différents dossiers qui sont mis de l'avant, sur les services, de différentes natures, sur les développements, sur l'agrément quand ils font l'évaluation. Alors, et nos opinions puis nos avis sont pris en considération. Puis le partenariat entre l'établissement et le comité est reconnu comme un plus par les 2 parties. Alors, c'est pour ça qu'on peut avancer, puis on peut vraiment parler au nom des usagers. Et le comité a réalisé 49 accompagnements au cours de la dernière année afin d'assurer la satisfaction des demandeurs. Alors, des personnes qui ont besoin d'aide pour faire valoir leurs droits, qui s'adressent à nous, on fait l'accompagnement. Saviez-vous que le comité, pour être plus efficace, s'est donné 2 outils? Un sous-comité hébergement, pour être le gardien des droits des résidents en CHSLD, et pour travailler à améliorer la qualité de vie et les services offerts. Et un sous-comité populationnel pour être le gardien des droits des citoyens des 4 MRC et pour travailler à améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts. Le sous-comité populationnel, on va avoir maintenant un représentant par territoire géographique et on veut être en lien avec la base. On a communiqué avec chacun des territoires de MRC, avec le préfet de la MRC, avec le conseil des maires, pour être en mesure d'être en lien et d'entendre les besoins de plus proches des municipalités, puis de ce qui se passe là. Ce qui n'empêche pas qu'on veut quand même avoir des liens avec l'ensemble des citoyens. Mais un des moyens aussi qu'on a choisi, parce qu'on se dit que les municipalités sont proches de leur monde, alors c'est plus facile pour nous d'être en contact. Tous les membres des comités des usagers et des comités de résidents, ce sont tous des bénévoles. Nous avons à cœur les personnes qui résident en CHSLD afin de leur donner les meilleures conditions de vie possibles. Et nous avons à cœur aussi les citoyens afin de leur assurer la plus grande satisfaction possible lorsqu'ils reçoivent des services. Nous sommes environ 80 personnes pour faire entendre la voix de l'usager. Et voilà. Nous avons le salaire de toutes les personnes qui sont venues à la rencontre ce soir.
C'est du bénévolat. Voilà. Mais c'est du bénévolat que l'on fait avec passion, parce que moi, je suis une ancienne gestionnaire du réseau et je crois que la voix de l'usager est très importante et qu'elle doit toujours rester présente. Et quand on a la lunette de l'usager, on n'a pas le même regard que quand on est préoccupé par toute l'organisation puis régler tous les problèmes. Nous, on n'est pas préoccupé par régler tous les problèmes techniques de l'organisation puis tous les problèmes d'organisation comme tel. On est préoccupé. Le citoyen là-dedans, ça va-tu lui donner un plus? Le citoyen là-dedans, qu'est-ce que ça va y apporter? C'est toujours ça qui est notre préoccupation. Il faut savoir que la commissaire aux plaintes a comme pour mandat de faire respecter les droits des usagers et de traiter leurs plaintes de façon diligente. Naturellement, comme commissaire, je relève du conseil d'administration, ce qui fait en sorte que j'ai un rôle d'indépendance. Donc, je ne relève pas de M. Beaumont, mais bien du président du conseil d'administration. Ça me permet, dans le cadre de mes fonctions, d'agir en toute transparence, en toute liberté pour procéder à l'enquête lorsque des insatisfactions me sont partagées par la clientèle. J'ai également le pouvoir, un pouvoir d'enquête, un pouvoir également de recommandation. Suite à l'analyse des situations, il arrive régulièrement que des recommandations soient faites à notre organisation afin d'améliorer la qualité des services. Pour faire valoir vos droits, il faut minimalement que vous les connaissiez. C'est sûr que la loi des services de santé a bien positionné la commissaire dans l'amélioration, le processus d'amélioration de la qualité des services. Comme droit, comme usager, le premier, c'est de recevoir des soins et des services de qualité et de façon adéquate. Certains vont me dire, bien mon Dieu, il me semble que c'est tout à fait logique, c'est ce que je m'attends d'avoir. Mais il se peut qu'à l'intérieur de la prestation des services et des soins, qu'il y a eu certaines failles, qu'il y a eu certaines lacunes, et vous, comme étant des usagers qui sont témoins de ces choses-là, vous vivez ces choses-là, c'est important de nous les partager pour que cette situation-là ne se reproduise pas dans l'avenir. Parfois, les gens disent « je vais porter plainte, ça ne m'apportera rien pour moi parce que moi, c'est du passé ». Mais je désire que les autres personnes qui vont passer à travers cet exercice-là ou cet épisode de soins-là ne vivent pas ce que j'ai vécu. Alors, c'est tout à fait pertinent de nous en faire part, même si pour vous, peut-être que ça ne change rien à votre situation. Vous avez également le droit d'être informé sur votre état de santé et de participer aux décisions qui vous concernent. Dans le cadre de la prestation de services, les intervenants, que ce soit tout type d'intervenants, également les médecins, sont également responsables de bien vous informer sur votre état de santé et des services qui vous sont offerts et comment les obtenir. Que les informations qui vous concernent soient également traitées en toute confidentialité. C'est très important également de savoir que des gens peuvent parler de notre état de santé ou de notre condition est tout à fait inadéquat. Les intervenants doivent respecter cette confidentialité-là. C'est des choses personnelles qui vous concernent et en tout temps, ils doivent faire preuve au niveau de la confidentialité. Être représenté pour l'exercice de vos droits. Je dis toujours que de porter plainte, ça demande du courage. Les gens ne sont pas nécessairement à l'aise pour porter plainte et lorsqu'on vit une situation difficile concernant notre état de santé, de nous-mêmes ou même de notre parent, on désire être accompagné pour faire respecter nos droits. Donc, en tout temps, vous pouvez demander à une personne à qui vous avez confiance de vous accompagner, de vous assister lors des visites ou lors même des visites des intervenants à votre domicile, par exemple. À être traité avec respect, dignité, équité et courtoisie. Vous savez que notre organisation a un code d'éthique qui identifie les comportements attendus de nos intervenants à votre égard. Le code d'éthique, on en fait la promotion. Moi, je rencontre tous les nouveaux employés qui viennent travailler dans notre centre hospitalier, tout comme la commissaire, tous les membres gestionnaires et intervenants doivent faire également la promotion de notre code d'éthique. Porter plainte sans risque de représailles. Tantôt, je parlais de courage. Parfois, des gens également me disent, bien,
Je suis inquiet. J'ai peur que le fait que je vous ai contacté, que j'ai des représailles de la part de l'organisation, des intervenants dans le service à laquelle j'ai reçu ces services-là particulièrement. Il faut savoir que nos intervenants sont bien au fait que jamais des représailles ne seraient tolérées à l'égard de la clientèle qui aurait décidé de porter plainte concernant une personne en particulier ou, par exemple, au niveau d'un service, de l'organisation des services. Et ce qu'on dit aussi à la clientèle, que lorsqu'ils sont témoins d'événements, qu'ils nous en font part immédiatement au niveau de la commissaire afin vraiment d'intervenir rapidement auprès des gestionnaires qui sont en charge des services concernés. La démarche à faire, si je désire porter une plainte, c'est très simple. Hein? Des fois, les gens vont être inquiets par rapport à la démarche qu'ils doivent faire pour le dépôt de la plainte. La plainte peut être verbale ou écrite et elle a la même valeur. Donc, lorsqu'elle est verbale, souvent, à peu près 80% des plaintes qui nous sont partagées, c'est des gens qui nous appellent au téléphone ou aussi parfois vont venir nous rencontrer à nos bureaux. Nous sommes situés au centre hospitalier au 7e étage. Donc, la plainte également peut être écrite. Elle peut être écrite via Internet aussi. Depuis 2 ans, nous avons un formulaire que les gens peuvent compléter en ligne. Ou sinon, parfois, les gens tout simplement vont nous écrire une lettre écrite, manuscrite tout simplement, et nous l'acheminer à notre service. Les raisons qui m'amènent à déposer une plainte, il peut y avoir à peu près 150 motifs. Hein. Ça peut être vraiment tout ce qui est en lien avec le soin et les services que vous avez reçus. Ça peut être en lien avec le comportement, l'attitude de l'intervenant à votre égard lors de la dispensation du soin ou du service. Donc, nous, ce qu'on vous dit, tout simplement de retenir, lorsque vous avez des questions à cet effet-là concernant vos droits, est-ce que vous pouvez porter plainte à un sujet en particulier? On vous invite à nous contacter et nous, on va regarder la situation avec vous, puis on va vous éclairer là-dessus. Pour la dernière année, la commissaire a traité 196 plaintes. Et ça, il faut savoir qu'on s'occupe des 27 installations. Donc, c'est toutes les plaintes qui sont en lien avec autant les CHSLD, CLSC, centres hospitaliers, ressources intermédiaires, centres de réadaptation. Donc, on accueille toutes les plaintes qui proviennent de ces installations-là. Nous avons également traité 731 assistances. Vous dites, mon Dieu, c'est donc bien beaucoup, ça, mais il faut savoir que oui, on traite des plaintes, mais on accompagne beaucoup de personnes qui sont parfois un peu perdues là, dans notre système et ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'un guide pour les accompagner, pour les rassurer aussi. Donc, ma collègue que j'aimerais présenter, qui est avec moi ici ce soir, Mme Michelle Beauséjour, nous sommes 2 personnes là, à accueillir et à faire enquête lorsqu'une plainte nous est déposée. Il faut savoir aussi que nous avons des plaintes médicales. Donc, comme commissaire, nous allons accueillir les plaintes qui vont toucher la partie médicale pour les médecins qui pratiquent dans nos installations. Les plaintes médicales, naturellement, vont être traitées par le médecin examinateur. Donc, c'est lui qui va, tout comme la commissaire, faire l'enquête et vous acheminer aussi une conclusion écrite suite aux résultats de l'enquête. Nous traitons également les demandes d'intervention qui nous proviennent parfois, par exemple, du comité des usagers, qui sont informés par un certain nombre d'usagers d'une problématique quelconque. Donc, ils vont nous interpeller pour qu'on se penche sur la question et faire des recommandations au besoin. Puis, on traite aussi des consultations. Nous avons fait pour la dernière année 75 recommandations. Et tantôt, on parlait du comité de vigilance. Il faut savoir que le comité de vigilance, il y a le directeur général qui en fait partie. Il y a également M. Tremblay, qui est le directeur des services multidisciplinaires, ainsi que des membres du conseil d'administration qui siègent à ce comité-là avec un membre du comité des usagers, qui s'assure du suivi des recommandations de la commissaire, mais aussi parfois du protecteur du citoyen. Parce que lorsque la commissaire émet la conclusion, comme usager, c'est votre recours qui est en première instance. Si vous êtes insatisfait des conclusions de la commissaire, à ce moment-là, vous avez le droit à un deuxième recours, qui est le protecteur du citoyen.
Donc, lui, à son tour, va regarder l'enquête que la commissaire a fait et parfois, il peut émettre une conclusion à partir là, d'éléments nouveaux ou de choses qu'il a pu évaluer et établir. Et dans 70% des dossiers qui ont été traités, il y a eu des mesures d'amélioration. Donc, il faut vraiment voir par le dépôt de la plainte l'opportunité d'améliorer la qualité des services, puis il faut voir que c'est un geste constructif et non négatif. Et c'est ça aussi qu'on veut faire partager ou faire valoir auprès de nos intervenants lorsqu'ils sont interpellés dans le traitement d'une plainte de près ou de loin. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, communément appelé le CAP Lanaudière. C'est un organisme à but non lucratif qui a été établi par le ministère pour accompagner la clientèle dans le dépôt de leurs plaintes. Donc, c'est une excellente ressource que vous pouvez également consulter et qui vont vous accompagner tout au cours du processus du traitement d'une plainte. Donc, je vous invite également là, à vous référer à CAP Lanaudière. Il y a des conseillères qui vous accompagnent et ils vont rédiger pour vous également la plainte en faisant la chronologie des événements. Et je veux insister sur un élément que nous avons en commun. Elle vous a parlé de l'indépendance de la commissaire, dans le sens qu'elle relève directement du conseil d'administration. C'est la même chose pour le comité des usagers. On est indépendant. Pourquoi on est indépendant et on relève directement du comité, du conseil d'administration? C'est pour ne pas être en conflit de loyauté avec notre direction. Si à un moment donné, on a des besoins qui viennent du milieu, et qu'on est en désaccord avec la direction ne peut pas nous empêcher de parler au conseil d'administration et de porter à l'attention du conseil d'administration notre vision de la situation. Donc, c'est pour ça que nous sommes libres. On ne dépend pas de la direction, on ne dépend pas des gestionnaires, mais on travaille en partenariat avec eux autres parce que c'est plus efficace de travailler en partenariat pour améliorer la qualité que de décider de devenir des chiens de garde qui vont peut-être japper, mais qui ne feront pas avancer le dossier. Alors, on jappe, mais on fait avancer le dossier. Ne soyez pas gênés lorsque vous avez des questions. Abordez-nous, puis si ce n'est pas à nous que vous devez en parler, à ce moment-là, on va bien vous diriger pour que vous ayez une réponse le plus adéquate possible. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a probablement parlé de sujets, de l'élément qui est le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est sa santé. Théoriquement, quand on parle de santé et services sociaux, pour vous, vos enfants, vos familles, on aurait pu enlever le mur ici et avoir une salle comble quand on parle de santé et services sociaux. Vous voyez que notre santé, elle nous préoccupe quand on a des petits bobos, des petites choses urgentes, puis on va à l'urgence, mais la santé, c'est beaucoup plus que juste avoir un rendez-vous pour répondre à un besoin immédiat. La santé, c'est plus que ça. Donc, théoriquement, quand on vous invite à parler santé et services sociaux et que le commissaire aux plaintes, le comité des usagers, on aurait dû avoir une salle comble et on aurait dû même, dans le futur, être obligé de louer l'aréna parce que tout le monde a besoin de protéger sa santé et de travailler en collaboration avec notre organisation. Un énorme merci pour votre présence. Et la prochaine fois que nous ferons ça dans Montcalm, s'il vous plaît, parlez-en à vos amis, à vos collègues de travail pour que la prochaine fois, on double la capacité de notre salle. Et encore une fois, bonne soirée, puis conduisez prudemment.